Yo les trailers, bienvenue dans cette FAQ spéciale UT4M et un peu d'autres choses. Vous m'avez posé plein de questions, je vais essayer d'apporter les réponses les plus claires et les plus précises tout en étant concis. On va essayer. Vous avez posé beaucoup de questions, ça fait super plaisir. Et voilà, il est temps de faire un point sur cette UT4M, donc un peu débrief et puis un peu présentation de la suite des réjouissances de cette fin de saison. Alors je vais beaucoup regarder là parce qu'il y a mon ordinateur avec les questions, donc je vais faire des allers-retours. Ne soyez pas choqués. On commence par la première question. Alors je sais plus qui a posé les questions, excusez-moi, mais normalement il y a toutes les questions que vous m'avez posées. Donc tout de suite on commence avec la première question qui est: comment s'est passée l'interruption reprise de la course émotionnellement et en pratique? Émotionnellement, c'est encore dur de réaliser. C'était une très belle aventure, une très belle course. Voilà, je crois que je réalise à travers vous plus qu'à travers moi-même. Pour la reprise, l'interruption ça a été très court parce que du coup j'ai déjà repris la course il y a 2 semaines, une semaine au jour où je tourne cette vidéo, donc 2 semaines par rapport à ce que vous la voyez, où j'ai été courir au Sable d'Olonne avec un abonné. On a fait une petite sortie de 13-14 km. Là ce week-end, donc une semaine plus tôt de cette vidéo, j'ai fait un petit week-end choc, 80 km, donc ça va bien. La semaine après l'UT4M a été un peu pénible par la fatigue, j'ai eu du mal à reprendre un rythme, surtout au niveau du sommeil. Physiquement j'étais faible. Enfin faible, non ça allait, mais je veux dire j'avais un peu les jambes pouf. Là aujourd'hui ça va très bien, j'ai fait une grosse sortie là aujourd'hui où j'ai bien envoyé dans les montées et les descentes, donc le physique est bien revenu, donc c'est assez rassurant. Et donc émotionnellement tout va bien, et en pratique tout va bien aussi. Alors y a-t-il des prérequis pour participer à cette course? Alors il n'y a aucun prérequis particulier pour participer à l'UT4M, tout le monde peut s'inscrire, que ce soit sur une épreuve individuelle, le challenge qui est une étape par jour, ou le 160, il y a un 100 aussi. Il n'y a aucun prérequis, mais bon, on peut considérer que c'est une des courses les plus difficiles quand même de la catégorie. Donc le prérequis c'est quand même d'avoir le niveau, un bon niveau quand même, faut pas y aller comme ça. La formule du coup 4 jours peut très bien correspondre à de nombreuses personnes. Il s'agit de faire en fait à peu près entre 40 et 47 km par jour en 4 étapes, avec un massif par jour. Je vous invite à aller voir la formule parce que voilà, je pense que ça peut être un élément de réponse à beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer dans les ultras, les 100 miles. Et du coup voilà, c'est un peu l'entre-deux pour découvrir un peu le trail en montagne, faire quand même, c'est pas simple de repartir tous les jours comme ça. Et du coup, ça peut faire une première expérience sur du long, à se dire que juste le soir on rentrera pas chez soi pour manger, quoi. Voilà. Avec quelles chaussures j'ai fait la course? Alors je suis parti avec les Kalenji MT, j'ai fait 80 km avec. Je pensais en faire plus, je voulais en faire plus parce que j'étais bien dedans. Et comme elles ont pris la flotte et que mes pieds ils ont un peu morflé, du coup j'ai préféré revenir au sec. Donc après j'ai pris les Brooks Cascadia 11, parce qu'il en reste du moins. C'était pour les finir de toute façon, donc elles ont bien servi à ça. Donc celles-là elles ont pris les orages. J'ai plus qu'à les brûler. D'ailleurs c'est en train de pourrir tout mon sol depuis 2 semaines du coup, parce que je les ai pas nettoyés juste pour faire ça. Et j'ai terminé en pantoufles avec les Brooks Cascadia 12 qui sont presque propres parce que je les ai nettoyés, parce que voilà, je voulais, comme je l'ai dit, terminer en pantoufles et c'était la meilleure option. Très confortable. Comment as-tu géré le sac? Alors vous avez vu, la liste du matériel était assez énorme, je vous renvoie vers le blog. Moi mon sac, je le gère comme d'habitude, non, j'ai fait différemment. En fait je suis allé investir dans des petites poches étanches, c'est du Quechua. En gros j'en avais pris 2, j'avais pris une où je mettais tout le matériel obligatoire dont je pensais pas me servir. Tout ce qui est collant long, sous-couche, il doit y avoir des gants, un bonnet, ce genre de trucs. Et dans la petite, j'ai mis tout ce qui était utile, genre la deuxième frontale, le pantalon de pluie, et puis c'est tout. Après ma veste de pluie, je la mettais en dehors de tout sac parce que c'est le truc que je récupère assez rapidement. Donc ça c'est pour la partie intérieure du sac. Là j'avais mis mes lunettes de soleil, dans les poches kangourou, je mets les trucs que je me sers rapidement. C'est-à-dire j'avais mis un buff et puis mes manchons, parce que voilà, ça c'est des trucs qui peuvent... Et dans celui-là j'avais mis un kit un peu batterie, tout ça pour la caméra, le stabilisateur et puis pour la montre aussi. Ici ma petite poche en dessous, en général je mets mon gobelet. Ici c'est la poche à mouchoir, là c'est la poche à pile. Et puis après la répartition là-dedans, les flasques. Ici je mets toujours ce qui est boisson d'effort, enfin les petits sticks et tout ça. Là je sais plus ce que j'avais mis.
Ici c'est ma poche à compote et à petite barre de céréales, pâte d'amande et pâte de fruits. Et là c'est ma poche à grosse barre de céréales. Voilà, tout simplement, comment j'ai géré mon sac. Tu cours toujours sans bâton, quel type de bâton et pourquoi les mitaines? Les mitaines, ça vous a tous un peu choqué visiblement. Là cette fois j'ai couru avec des bâtons, je pense qu'il fallait un peu être fou ou bien préparé pour partir sans bâton. J'ai deux types de bâtons en général, donc du coup j'ai les Xenon Trek de camp qui sont là, et qui sont en alu mais qui sont pas très réputés pour les descentes qui cassent assez facilement. Donc j'ai mes... je vais pas tout faire tomber. Là j'ai des Black Diamond Z-Pole carbone. Qui sont vachement top, qui sont tout sales, faut que je les nettoie encore, que j'ai porté quasiment pendant 171 km à la main. Non, très utile quand même les bateaux, sauf dans les descentes où ça gêne un peu du coup. Mais oui, non, je cours toujours avec des bâtons, pas toujours, non, mais sur les très gros, je cours avec des bâtons, avec gros dénivelé. Visiblement, là, on va se faire une bonne prépa, du coup, pour préparer la diagonale, mais vous en reparlerez tout à l'heure, donc c'est une grosse saison sans bâton. Voilà, parce que c'est le seul leak ici qu'on a, c'est difficile, on n'a pas beaucoup de dénivelé, donc voilà. Pourquoi les mitaines? Donc je reviens là-dessus. Les mitaines, c'est parce qu'en fait les lanières, les sangles des bâtons, au bout d'un moment ça coupe un peu la peau. Elles sont pas toutes confortables. Sur les Black Diamond c'est confortable, mais au bout d'un moment ça crame. Surtout ici aussi au niveau du pouce. À savoir que moi je prends pas mes bâtons en pleine main. J'y vais juste avec la sangle comme ça. Enfin, je pousse comme un marcheur nordique en fait. Donc les mitaines ça sert vraiment à protéger les mains, simplement. Et je vous dis qu'après 3 jours l'odeur elle est vachement top quoi. Ton meilleur et ton pire moment de la course? Alors mon meilleur moment de la course, c'est quand on est quand même arrivé en haut du pas de la vache, parce que je pense qu'on aurait eu le même effet en haut du Grand Colomb qu'on n'a pas monté malheureusement, mais pas de la vache, c'est la petite vidéo que je vous remets du coup dans ce coin là plutôt. Voilà où on arrive tout en haut et on marche sur la crête et tout ça, où il y a le vide de chaque côté et c'était assez fou. Le lever de soleil sur Chartreuse aussi, vidéo hop, était vraiment sympa avec les nuages qui bougent de brume là en bas, c'était vraiment très sympa. Le premier point de vue aussi à Champ-Chaude, enfin bref, j'ai plein de bons souvenirs. Des mauvais, c'est vraiment en fait le pire souvenir, là, le pire moment que j'ai en tête, c'est donc on s'est fait arrêter 30 minutes pour cause d'orage, on repart, on sait plus où on va, c'est Beldon, mon pire souvenir de toute façon en intégralité. À part la montée de Rio Pérou. Toute la descente de Beldon, ça a été très compliqué. Niveau météo et niveau du fait qu'on savait pas où on allait. Et le plus dur, ça a été quand on s'est repris le deuxième orage là en pleine nuit. Qu'il a fallu ressortir les vestes et tout ça, qu'on s'est pris une sauce mais genre 10 minutes mais détrempée, et que après tu repars dans la boue et que tu vois plus le rubalise à cause de la brume. Enfin voilà, ça a été des gros moments de questionnement, pas sur le fait qu'on n'allait pas y arriver, mais sur le moment de choisir la pause en fait. Mais bon voilà, hein, comme je vous le dis dans la vidéo de UT4M, hop, voilà, on a repris la motive et on a rattrapé Saint-Nazaire assez rapidement. Qu'est-ce qui t'a fait garder le cap pour ce type d'épreuve? Comment gérer le fait de courir avec la fabuleuse Team Normandie, allure différente, créer sa propre bulldozonement mental, moment de mou et baisse de forme, décrochage, envie d'abandon, etc. Bon, qu'est-ce qui m'a fait garder le cap? Franchement, être à deux, c'est le plus beau des cadeaux qui puisse vous arriver dans un ultra trail. L'exemple de Nelly aussi qui s'est raccroché à notre groupe du coup pour les moments difficiles. Non, je respecte énormément la force mentale des gens qui courent des ultra trails tout seuls. Je dis pas que j'y arriverai pas, mais je pense que je mettrai beaucoup plus de temps à les faire. Courir avec la fabuleuse Team Normandie, avec Fred franchement, Fred est un niveau au-dessus de moi. Enfin en soi on est plus ou moins équivalent. Du coup on n'a pas de problème d'allure, on n'a pas de problème de bulle d'isolement ou tout ça. Il y a des moments où c'est plus dur dans les montées, donc tu t'accroches un peu. Le fait qu'il y en ait toujours un devant, finalement, tu te mets la pression tout seul pour pas trop te faire distancer. Quand il est derrière, t'avances un peu plus du coup pour essayer de garder un rythme à peu près propre. La bulle d'isolement, j'en ai eu besoin sur la descente finale parce que j'avais vraiment plus de pieds. Mais alors, j'ai pas eu les pieds en lambeaux, hein, ils vont très bien mes pieds, mais en fait ils sont un peu, la peau a pris la flotte, ça s'est flétri. Ça fait comme si j'avais une cloque énorme sous la plante du pied, mais j'avais pas de cloque. Et du coup voilà, toute la redescente dans les cailloux, déjà descendre c'est pas ma spécialité, je vais y travailler là prochainement. Mais voilà, là j'ai eu besoin de ma bulle d'isolement avec Fred qui me poussait devant, donc ça, sans rien vous cacher, ça m'agaçait un peu parce que... lui il avait envie de partir, mais bon. Et mais non, mais heureusement qu'il était là parce que du coup ça me poussait à là où j'aurais marché, et du coup à relancer un peu plus quoi. J'aimerais savoir si tu as mangé toute la nourriture que tu as pris avec toi. Est-ce que j'ai mangé toute la nourriture? La réponse elle va être très simple. Non.
Non, les ravitaux étaient super bien fournis, il y avait des ravitaux assez souvent. Donc ça, c'est mes petits sacs que je mettais en renfort dans mes sacs de base de vie là. À chaque fois, j'avais fait le même kit de barres de céréales, de pommes potes, un stick, un gel, plein de conneries. Pour vous résumer, le résumé est fait. En tout sur la course de ma propre alimentation, j'ai dû manger 2 barres de céréales, 2 pommes potes, une pâte d'amande et une pâte de fruits. Je mangeais beaucoup ravito, ce qui me calait en général entre 1 heure et 2 heures. J'ai utilisé quelques sticks d'Isostar, Iso Plus, là, les machins. J'ai fait toute la montée de la Chartreuse juste à l'eau. Même s'il y avait 4 heures entre les deux ravitaux. Et sinon, on mangeait bien au ravito et j'embarquais toujours un petit paquet de madeleine ou une petite barre de céréales que je glissais dans mon sac. Du coup, voilà, c'était. Je les mangeais pas non plus en fait, mais. Mais non, non, ça va. Je sais pas, j'ai pas eu très faim en fait sur cette UT4M. Faute d'être toujours dans l'effort aussi, ça coupe, et la chaleur, ça coupe un peu l'appétit. Surtout en descente, c'est vachement chaud d'avoir faim parce que l'estomac qui se secoue un peu dans tous les sens. Donc j'ai un peu plus mangé liquide cette fois, mais de l'eau. Combien de temps as-tu resté aux bases de vie? As-tu dormi un peu? Outre votre duo de choc, qu'est-ce qui a joué pour aller jusqu'au bout? Tiens, j'aurais dû mettre avant cette question-là. Y avait-il de la chartreuse au ravito? Voilà, bon, je fais des blocs de questions, hein, excusez-moi, mais... Alors combien de temps as-tu resté aux bases de vie? Alors on a fait 28 minutes, 1 heure et 1h20. Est-ce qu'on a dormi? On avait pour... À la base dans le plan, on s'était dit que peut-être Rio Perro ce serait une bonne idée pour dormir. Finalement il faisait trop chaud et puis la base vide de Rio Perro était pas très agréable, donc non. Et après on s'était dit qu'à Saint-Nazaire on allait dormir, on s'était donné 20 minutes pour dormir, petite sieste. Quand il y a des gens à côté de moi qui dormaient 4 heures visiblement, de ce que j'ai pu entendre. Mais finalement moi je me suis assoupi 5 minutes. Autant avant d'arriver au ravito j'étais crevé et quand je fermais les yeux je luttais un peu pour les réouvrir. Pas de là à m'endormir non plus en marchant, mais... Après la douche et avoir remangé, finalement j'étais reparti, puis m'allonger en fait j'ai commencé à avoir mal partout. Donc non, on n'a pas dormi en fait, Fred non plus visiblement, donc ouais j'ai dû m'assoupir 5 minutes, mais rien de plus. Qu'est-ce qui a joué pour aller jusqu'au bout? L'entraînement, c'est con à dire mais on était bien préparé. Et du coup, je vais en parler après, mais voilà, il y a le groupe, ça c'est indéniable, et l'entraînement de toute façon... Après, la force mentale, de toute façon, si on n'est pas préparé psychologiquement à rester 40 heures dehors, à souffrir, même si le temps est très très relatif, hein. À chaque fois que tu montes un massif, tu es heureux, mais en fait il t'en reste encore 3, tu montes le deuxième, tu es qu'à la moitié de la course et tout ça. Mais le temps n'a pas de valeur en fait. Quand tu sais que tu passes 4 heures dans une montée, voilà, c'est très relatif en fait, donc il n'y a pas vraiment de notion de temps. Vive le présent, c'est ça qui est important. Pas se soucier de où tu vas et combien de temps il reste. Juste toujours... La montre elle sert à rien hein, dans ces cas-là. Hein. Elle te sert de temps en temps à dire ok je suis à 100 bornes, ok. Mais en soi la montre moi je la paie à chaque fois, à chaque ravito pour savoir ok j'avais 12 bornes, tu raisonnes en points, tu raisonnes pas en course totale quoi. Et voilà, toujours être dans le présent en fait, se concentrer sur ce que tu as à faire là maintenant et pas te dire merde il me reste encore 80 bornes quoi. Ça marchera jamais. Ça fait partie de la préparation psychologique du coup. Y avait-il de la chartreuse au ravito? Effectivement, à Berchamchod, il y avait de la chartreuse. Et moi j'en avais sur moi toute la course. Mais non, c'est dangereux de boire de la chartreuse. Autant un verre de vin ou de la bière j'ai déjà fait, mais le truc à 55 degrés, c'est un peu violent. Alors, la gestion de course, montée, descente, plat, sur ce genre d'ultra, tu marches plus que tu cours ou c'est 50-50. Si tu cours pas déjà, de toute façon t'arriveras jamais. Tu cours sur les plats, tu cours sur les faux plats montants, parce que sinon les kilomètres ils passent pas. Et tu cours en descente autant que le terrain te le permette. Parce que c'est de la montagne, c'est des cailloux, c'est pas comme si tu courais dans des chemins en moyenne montagne. Le maître mot dans ces trucs-là, c'est courir autant que tu peux. Je dis pas de courir, de sprinter ou de courir à 10-12 km/h, c'est juste tenir un rythme à 8. Dans les montées, suivant le pourcentage de côte, t'es à 3, 3,5, 2. Ça dépend. Dans les descentes, tu peux être facilement à 15 ou tu peux descendre juste à 6 quoi. Enfin, c'est très relatif. Toute la descente de Rio Perro, je l'ai fait entre 5 et 6 parce que c'est du 30%, c'est des lacets. Tu peux pas trop te lancer non plus à corps perdu dans la descente quoi. Comme on dit, les épaules en avant, perd pour du killer à la descente. Voilà, moi j'étais pas préparé suffisamment pour faire ça. Je dis pas qu'on peut le faire, mais moi j'ai pas la préparation pour le faire. Qu'as-tu ressenti à l'arrivée? C'était différent des autres courses. C'est très difficile d'exprimer ce que j'ai ressenti à l'arrivée parce que tu es quand même content d'arriver. Je pense que tu ressens beaucoup plus d'émotions quand tu es seul que quand tu es à deux, parce que quand tu es à deux, tu partages ton émotion, tu la gardes pas pour toi intérieurement et ça explose pas à la ligne d'arrivée.
Je veux pas dire que j'ai pas de cœur, que je suis froid, mais non, si j'ai une petite émoustillade quand même avant d'arriver, mais je vais pas dire c'est une de plus, hein, non, loin de là quand même, ça c'est quand même le niveau au-dessus, mais non, très heureux, très fier, même si tu réalises pas, tu réalises plus, comme je vous le dis, à travers vos commentaires et vos messages, mais comme ça s'est bien passé, même s'il y a eu des coups de mou, non, mais comme tu... Non, se dire, de toute façon c'est inexplicable quoi. Enfin, tu peux pas décrire ça. Enfin, t'es heureux d'arriver, t'es content d'en finir, mais t'es prêt à repartir pour la suivante quoi. Voilà, c'est ça le résumé finalement. Et tu vois que le duo de choc, bah, il marche bien et que tu te dis mais qu'est-ce qui va nous arrêter? Voilà, c'est surtout ça les sentiments que tu as à l'arrivée. Pour revenir, du coup, je fais hop, un petit retour sur le mental, les moments de mou, baisse de forme et décrochage, envie d'abandon. Bon, moi j'ai eu une envie d'abandon sur les 16 premiers kilomètres. Quand on s'est fait arrêter 30 minutes dans la montée de Rio Pérou, je me suis dit, ce serait quand même pas mal si ils arrêtaient la course. Finalement, c'est con d'être arrivé là pour s'arrêter et puis d'avoir fait toute cette prépa pour ça. Coup de mou, non, j'ai pas eu de moment de mou là cette fois, étrangement. Frat non plus. On a tous, on sait qu'on a vers nos kilomètres, certains kilomètres, nos coups de mou. Moi, je suis plutôt à 47. J'ai pas eu mon coup de mou. Alors, je l'ai eu avant. Baisse de forme, c'était plutôt une baisse de morale, hein, mais bon, comme on est à deux, on se soutient. Et puis, bon, il suffit de parler d'un petit sujet autre et puis ça passe. Et puis, l'envie d'abandon, non, il n'y en a plus eu après, finalement. Bon, une fois que tu as passé la moitié, que tu arrives à Saint-Nazaire, il ne te reste plus qu'un massif, l'envie d'abandon, c'est tout, hein, elle n'existe plus. Enfin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas resté trop longtemps à la dernière base vie, parce qu'il fallait qu'on avance. Tes prochaines courses, tes prochains challenges avec la diagonale. Bon, les prochaines courses là, alors ça va être. Moi je fais là samedi, du coup la semaine d'avant cette vidéo. Le dimanche plutôt, j'ai le trail du cul d'enfer pour accompagner Laetitia. Dans 2 semaines, donc dans une semaine par rapport à cette vidéo. Je fais le trail de la mémoire le 40. Ensuite, je vais pas faire les rois maudits parce que j'ai raté les inscriptions. Je vais avoir l'Alésia Trail, la Vercingétorix du coup. Après, je crois que j'ai l'arrêt de dingue. Après, j'enchaîne sur les hospitaliers. Et je termine par le trail du Tour du Canton. L'année prochaine, je vous en dirai plus tard, mais il y a des grosses choses qui vont se faire potentiellement, mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Juste pour vous dire, potentiellement la diagonale, on va la décaler d'une année parce que sans bâton, voilà, on veut finir bien et du coup on se dit qu'un an de plus pour se préparer, ce sera pas mal. Mais bon, il y aura à base de Maxi Race, d'Ardennes Mega Trail et d'Infernal Trail des Vosges, genre de trucs quoi, qui vont se faire potentiellement l'année prochaine. Des petites questions qui reviennent souvent, comment as-tu découvert le trail, comment tu commençais le trail, comment tu commençais les ultras. J'ai commencé le trail, j'ai toujours fait du trail. J'ai toujours couru dans la nature. Je vous renvoie quand même c'est de ce côté-là la FAQ numéro 1, il y a beaucoup de réponses là-dedans. J'ai toujours fait du trail, quand j'ai commencé le trail sérieusement il y a 4 ans, quand j'ai commencé les ultras c'était l'année dernière. Voilà, pour résumer ça bien. Et as-tu déjà eu des blessures? Non, je me blesse un peu, mais jamais des grosses blessures. Parce que je fais beaucoup d'entraînement intensif du fait que j'ai pas de dénivelé pour compenser. Du coup cette année j'ai vraiment changé complètement ma manière de m'entraîner. C'est ma transition du coup avec la suite des questions. J'ai complètement changé ma manière de m'entraîner et du coup je ne me blesse plus. Et du coup je vais vous en parler. Comment s'entraîner pour un ultra? En gros, ton entraînement, dénivelé, kilomètres, semaine, machin. Pendant ta préparation, as-tu inclus des séances de vélo? Comment se compose ton entraînement au cours de l'année? Fréquence, distance, dénivelé? Quelle est ta VMA ou FCM? Partages-tu tes entraînements préparation? Suis-tu un programme précis ou c'est au feeling? Bon, et la suite, c'est comment tu te prépares pour autant de dénivelé? Vu ton week-end choc où tu as fait très peu de dénivelé, est-ce que ça t'a manqué pour une telle course? Et as-tu fait d'autres exercices pour travailler le D+, et le D-? Vaste sujet. Alors mes entraînements, alors là on avait eu le pas du diable en course de préparation, donc j'avais suivi un programme. C'était performé sur un trail de 80, c'est absolument pas adapté, mais c'est pas mal parce que du coup ça me permet d'envoyer et de faire des séances un peu de fractionner, tout ça. Pour compenser le manque de dénivelé. Mon année elle se fait en général où j'ai 6 premiers mois où je tape vraiment dans la machine, où je recale mon cardio, et la deuxième moitié où je fais que de l'entretien. C'est pour ça que je fais plus de séances intensives. D'habitude je suis toujours des programmes. Pour l'UT4M j'ai pas suivi de programme, j'ai tout fait au feeling. De toute façon j'ai fait beaucoup de sorties longues.
Quand je parle de sortie longue, c'est des 50 bornes, hein, j'en ai fait à peu près une tous les 2 ou 3 semaines, beaucoup de trail aussi. Là, avant l'UT4M, j'étais arrivé à peu près à 2000 km avec 25 000 mètres de D+, D-, ce qui est un peu... En termes de dénivelé, c'est l'équivalent de l'année dernière, et en termes de kilomètres, on est à peu près dans la même chose. Comment je fais mes séances? Donc en général, je fais une séance de côte courte ou longue. Le lundi, le mercredi, je vais faire une VMA ou un seuil. Ce vendredi, je vais faire une sortie moyenne, enfin 1h30, un peu en vallonné. Et le samedi, je vais faire une sortie longue, entre 2 et 5 heures, très souvent à la station de trail de Bure-sur-Yvette, où je pars à Pitre avec Fred pour aller s'amuser un peu là-dedans. Est-ce que je fais du vélo? Oui, je fais du vélo. J'ai fait beaucoup plus de vélo cette année parce que parfois j'avais la flemme de faire des séances de course à pied, puis la météo était pas au top, donc je faisais du vélo. Alors en général, quand je fais pas mes séances de VMA, je les fais sur mon vélo en home trainer. Je sors pas beaucoup avec mon vélo, enfin pour les entraînements. Du coup, ouais, je répercute ma séance de VMA en home trainer. Et je fais de la piscine toujours 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi à 7 h du matin. C'est très très bien, enfin, c'est bon pour la condition générale, puis ça me permet de récupérer aussi au niveau des jambes. Ma VMA, j'en sais rien du tout. Ma FCM, je crois qu'elle était théorique 195, mais je pense qu'elle est beaucoup plus haute que ça. Et ma fréquence cardiaque corpo, elle doit être dans les 40. Alors juste pour ce qui est de ma composition des entraînements au cours de l'année, fréquence, distance, dénivelé. Bah, le dénivelé, moi je pleure un peu pour en trouver. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps à la station de trail. Alors, en général, mes sorties de 50 bornes, elles font entre 1002 et 1008. Mais là, je vais typer beaucoup plus en dénivelé là prochainement. Mes sorties habituelles, quand je fais une sortie 1h30 ici, ça doit faire dans les 250 mètres de D+. Quand je fais des séances de côte, j'arrive à monter à 400 péniblement en faisant 25 fois la même côte. Et puis la fréquence, 4 fois par semaine, 5 fois parce que je m'entraîne aussi avec Radio France, où c'est plutôt des routards, donc là on va faire des grosses VMA. Et puis sinon, moi je fais plus de VMA à plat, je fais plus de piste. Dès que j'ai une séance de VMA, je me la fais en côte, parce que je trouve ça beaucoup plus ludique, ça passe plus vite. Et même si les temps de récup du coup sont plus courts en général que les temps d'effort, ça apprend juste à descendre plus vite, quoi. Voilà pour ce topo. Mes week-end chocs, là c'était celui que j'ai fait là en Vendée, où c'était tout plat, effectivement, c'était juste comme ça pour rigoler, c'était pas un vrai week-end choc, j'en ai fait un vrai avant avec beaucoup de dénivelé. Le dénivelé en termes de montée, j'ai pas eu de soucis du tout sur la course, parce qu'on peut faire des exercices de renforcement, on peut courir, on peut faire même dans des petites montées, il y a moyen bien de se casser, ou dans des escaliers, on peut faire tout ce qu'on veut en travail de montée. Ce qui m'a beaucoup manqué, c'est le travail de descente, parce que ça, à part descendre 1h30, à part en montagne, on peut pas le faire à beaucoup d'endroits. Donc ce qu'on fait nous, c'est travailler en survitesse des descentes, mais moi c'est pareil à côté de chez moi, à part descendre 30 secondes, j'ai pas grand chose. Donc pareil, je me suis repéré des spots à la station de trail ce matin, et voilà, je pense que je vais remodifier du coup encore ma façon de m'entraîner pour l'année prochaine. À faire beaucoup plus de montées et beaucoup plus de distances, peut-être moins de longues distances, moins de 50, parce que là, on va pas préparer tout de suite des objectifs de type 170 km, même si l'infernal elle fait 200, mais bon voilà, ça va être dans un second temps. Donc voilà, je crois que je vais faire vraiment axer là-dessus. Et les exercices pour travailler le D+, et surtout le D-, le D- je travaille pas. Enfin si, je travaille, mais bon, ça paye pas vraiment là pour l'instant, parce que c'est dur. Ça, mais sinon, privilégiez aussi, si vous n'avez pas le dénivelé, de faire des exercices de renforcement musculaire, comme du squat ou ce genre de choses. Moi je fais pas en perso, mais je nage, j'aime bien nager. Mes jambes sont assez fatiguées comme ça, si je mets des exercices de muscu encore en plus, je suis pas sûr qu'elles apprécient plus que ça. Voilà, bon, je suis désolé, c'était très pêle-mêle, j'espère que vous en êtes à peu près sortis, n'hésitez pas à me poser des questions. Et si on peut me suivre, moi j'ai un compte MoveCount, le truc de Sunto, je vous mets mon petit pseudo. Et sinon, non, j'ai pas de Strava, j'ai pas de ces trucs là, parce que je trouve ça, j'aime pas, voilà. Bon, là c'est la partie alimentation. Quelle alimentation suis-tu? As-tu testé le sans gluten? Que manges-tu au quotidien le jour avant le trail? Quels sont les aliments que tu évites avant un trail? Ça me fait toujours rire ces questions d'alimentation, parce que non, j'ai pas d'alimentation particulière. Je veux dire, que je fasse du sport ou pas, j'aurai l'alimentation que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je fais attention à manger mes 5 fruits et légumes par jour, je mange assez équilibré, je mange pas trop de viande, je mange très peu de viande rouge, je mange des œufs. C'est bon, les œufs, des pâtes, du riz, des mélanges de céréales pour compenser, beaucoup de légumes, des haricots rouges, enfin des trucs
plein de protéines pour compenser un peu le moins de protéines de la viande. Mais je ne mange pas sans gluten. Au quotidien, bah, je mange normalement, c'est-à-dire que je vais toujours manger des pâtes, du riz ou un mélange de céréales avec le midi, peut-être un peu de viande et puis toujours un légume, donc des haricots verts, des haricots roux, enfin, faut diversifier hein, de toute façon. Le soir, en général, je ne mange pas de viande, donc je fais plutôt des salades enfin, un peu diverses où je mange des œufs. Le jour avant le trail, bah, je change pas mon alimentation le jour avant le trail. Peut-être qu'on va un peu plus cibler du coup sur les pâtes. On fait toujours les pâtes de repas avant, c'est des pâtes, pas de bolo, pas de carbo. Est-ce qu'il y a des aliments que j'évite avant un trail? Non, j'évite rien du tout. Je mange pas de gâteau sport, je mets pas plein de produits chimiques dans mes flasques. Je mange des peach ou des pains au lait au petit déjeuner et puis une compote ou une banane et puis ça me va très bien. Enfin, je suis pas un performeur, comme je vous dis, je prends juste plaisir à courir. Si je peux courir à l'eau à la pompote et que ça passe, je le fais. Et voilà, je me prive pas au quotidien, je bois de l'alcool, bon, beaucoup moins, mais ça c'est plus par hygiène de vie que lié au sport, mais c'est quand même l'alcool, c'est le pire de tous à l'entraînement. C'est le truc qu'on ressent le plus quand même et qui dure le plus longtemps dans le corps. Mais sinon non, je m'interdis jamais de prendre une cuite et je m'interdis jamais d'aller boire un verre avec des potes quoi. Enfin, ça, je le faisais avant, quand j'étais vraiment pas sûr de ce que je savais faire en trail. Mais voilà, on a tous besoin de notre période d'adaptation pour se trouver et de se rassurer en se disant je prends des gels, des trucs, des machins. Alors que bah voilà, je fais du T4M à la pomme pote, à la barre de céréales, à la pastèque et puis aux madeleines. Et puis c'était parfait quoi. Bon, voilà, j'espère que ça a été à peu près clair, j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que j'en ai pas oublié, parce que j'ai fait ça un peu pêle-mêle, j'avoue que j'ai pas trop préparé, parce que la vidéo du T4M m'a pris énormément de temps à monter, du coup j'ai pris moins de temps à préparer celle-là, puis j'ai une autre vidéo que je vais tourner lundi, donc ça va être un peu la folie la semaine prochaine dans le montage. Du coup, on se retrouve en vidéo sur le trail de la mémoire, je vais faire un quickie sur l'indice minimaliste, parce qu'on a une conférence là-dessus, puis je me suis dit que c'était bien de partager un peu ce qu'on avait appris là-dessus. Je vais pas revendiquer non plus d'acheter des chaussures minimalistes ou tout ça. Moi j'en ai acheté pour rigoler, ou pour tester, parce que bon, on va pas mourir con. Hein. Tout ça, je sais pas trop ce que je vais faire. On déplore le fait de pas avoir gagné ou même avoir pris du jury du concours Emotion Trail, mais c'est pas grave, on s'est tous mobilisés, c'était cool. Et on va revenir encore plus fort avec des plus belles vidéos. C'est en cours de préparation, je vous en dirai plus prochainement avec Mathilde, si elle accepte de parler à la caméra, parce qu'elle n'aime pas. Et puis, bah, je vous dis merci encore à tous pour votre soutien, pour votre suivi, vos messages toujours sympas. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!